Une dernière question, et après on va revenir sur la fin de notre débat, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et de manière opérationnelle. Anne-Tide Norodom, je suis professeure de droit à l'université de Rouen. Pour rebondir sur les dernières interventions, je crois que le problème, c'est surtout qu'il ne faut pas isoler le droit international humanitaire du reste du droit, que ce soit le droit international général, le droit du recours à la force et le droit interne. Et la question qui se pose, c'est la question de la réaction aux cyberattaques. Et on a vu que les cyberattaques étaient multiples. Et la réaction aux cyberattaques, elle doit être surtout proportionnée. Et quand on voit, quand on lit la doctrine américaine qui s'intéresse à la question depuis une bonne dizaine d'années, il y a différentes théories qui sont énoncées pour mettre en place, appliquer le principe de proportionnalité, notamment par rapport à la théorie des cibles. En fonction de la cible, on peut ou non utiliser la force. En fonction des auteurs, est-ce que ce sont des acteurs privés ou des auteurs étatiques? Et en fonction des effets, est-ce que c'est simplement de la défiguration de site ou est-ce que c'est une attaque, une cyberattaque qui causera des dommages matériels et humains? Et l'enjeu de toute cette question, c'est où est-ce qu'on situe le curseur pour avoir recours à la force? Et là, c'est un choix aussi politique. C'est-à-dire à partir de quand? Voilà. Et c'est encore une fois, est-ce qu'on limite l'usage de la force aux situations les plus graves, c'est-à-dire une atteinte à une cible de sécurité par un auteur qui peut être rattaché à un État et ayant des effets, des dommages matériels et humains, ou est-ce qu'on intervient beaucoup plus tôt? Et la question, voilà, c'est vraiment une définition de où situer le curseur pour limiter l'usage de la force aux situations les plus graves. Et la question de la protection des humanitaires, elle se situe aussi dans le droit international général. C'est-à-dire que la cyberattaque n'a pas modifié les problématiques du droit international humanitaire. Les humanitaires bénéficient toujours d'un statut qui les protège. Les États ont toujours l'obligation de protéger et de faire en sorte que les humanitaires puissent accomplir leur mission. C'est rappelé dans les résolutions du Conseil de sécurité quasiment systématiquement. Et je crois que même si on peut penser par exemple à une responsabilité individuelle, une défaillance individuelle au sein d'une ONG pour protéger son système informatique, il y a aussi une question de responsabilité de l'État éventuellement de ne pas mettre en œuvre les moyens pour permettre aux humanitaires d'accomplir leurs fonctions. Donc les règles du droit international, elles existent, il faut les appliquer, mais je pense que ça ne révolutionne pas le droit international dans toutes ses modalités. C'est une question d'application plus que d'identification des règles. Il y a des principes généraux qui peuvent s'appliquer en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette applicabilité du droit international, pas simplement du droit international humanitaire. Pour le recours à la force, les réflexions actuelles portent sur le fait qu'on aurait droit de recourir à la force s'il y avait des niveaux et des effets comparables à ceux d'une opération classique. Voilà. Le petit bémol, et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est quid des effets indirects qui sont plus difficiles à mentionner. Et le deuxième petit bémol, et là c'est plutôt une question que je lance à l'Assemblée, c'est que pour mettre en œuvre la légitime défense, certains auteurs mettent en avant la spécificité des attaques informatiques en disant que dans ce cas-là, il ne faudrait peut-être pas aller jusqu'à la légitime défense préventive, mais en tout cas, il faudrait agir avant que l'attaque informatique soit lancée. C'est la théorie du professeur Schmidt qui parle de last window of opportunity. Parce que si on ne le fait pas, après, de toute façon, le but de l'attaque informatique étant de nous rendre incapables d'agir, on n'a plus les moyens de réagir en légitime défense. Alors évidemment, c'est un peu spécieux comme argument. Est-ce que vous pensez que cette spécificité est réelle ou elle est simplement, pour couper court, américaine ? Alors, le caractère, en tout cas homothétique, en se disant, voilà, le droit international s'applique dans le cas du cyber, là, on a quand même la problématique de la matérialité, enfin, qui quand même conditionne elle conditionne la responsabilité. Ce n'est pas parce qu'un citoyen, fût-il chinois, mène une action à partir du territoire chinois que le gouvernement chinois serait responsable. Les notions... non mais après, c'est sympathique, c'est une démarche, mais de la même manière que la notion de technicité est réduite dans l'histoire de Wikileaks, quand le soldat Manning copie
les disques de Lady Gaga pour en faire des copies de données, on est là du niveau du salarié qui copie les CD sur son ordinateur de bureau. Il n'y a aucune technicité de produit. La seule chose, c'est qu'il avait à en connaître, parce que par des décisions d'organisation, on a considéré qu'un sergent avait le droit d'accéder à ces bases de données, à tort ou à raison. Il s'avère qu'il avait le droit. Il a juste enfreint la confidentialité de ces données, puisque effectivement il l'a communiqué. Mais on est là dans une attaque low-tech. Toutes les procédures de sécurité ont fonctionné. Il était autorisé à en connaître. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas, un, à les dupliquer, et deux, à les diffuser. Mais on est là dans quelque chose, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de mafia chinoise, il n'y a pas de triade japonaise, il n'y a pas de mafia... Vous voyez ce que je veux dire? On est dans quelque chose qui coûte très peu cher, c'est les CD vierges qu'il a regravés. Voilà, c'est ce que ça a coûté techniquement et financièrement, donc on n'est pas dans quelque chose d'insurmontable. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même avancé. Quand Mme Clinton, alors je ne sais pas ce que va donner, si M. Kerry va prolonger dans ce sens-là, mais Mme Clinton a clairement dit, nous nous autorisons, alors ça c'est la beauté de la diplomatie, à riposter de manière conventionnelle à une cyberattaque. Bon. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale ne manquera pas certainement d'apporter la version, en tout cas une approche française en ce qui concerne ce type d'attaque, en termes de réponse. Et nos amis et alliés japonais ont mis en place, eux ont annoncé et officialisé un virus de riposte. Il existe. Après, est-ce qu'il est proportionné? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est à jour? Après, on peut en discuter. Simplement, les Japonais disent, nous avons un virus de riposte, c'est-à-dire le jour où on estimera qu'on est attaqué, on ripostera par voie numérique. Donc, bon, c'est l'équilibre de la terreur. Voilà. Et par contre, et c'est là où il y a un élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui me semble tout à fait important quand même d'intégrer dans le débat, c'est le fait qu'on a un acteur qui n'existe pas dans le monde conventionnel, qui est l'entreprise privée. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous avions ce que les pays connaissent comme étant le lobby militaro-industriel, et nous avions, si on prend l'exemple de la France, Dassault pour les avions, des CNS pour faire des sous-marins, Nexter pour faire des chars et des véhicules de terrain. Bref, on avait un écosystème qui est dans une relation client-fournisseur avec l'État, et qui donc est l'équipementier sur les questions de défense. On va se retrouver, et nous nous retrouvons dès à présent, avec des acteurs économiques qui vont s'appeler Microsoft, qui s'appellent Google, qui s'appellent dans une certaine mesure Facebook, et qui sont des acteurs qui ne sont pas dans des relations clients-fournisseurs avec les États, mais qui sont partie prenante de la cybersécurité. Et cet équilibre-là, nous ne l'avions pas jusqu'à présent. Nous ne l'avions pas. C'est-à-dire que lorsque les opérateurs commencent à participer, lorsque un vice-président de Google participe au Conseil de sécurité technologique du président Obama, on est quelqu'un qui est à la fois un acteur commercial, mais qui n'est pas dans la sphère de défense, donc n'a pas forcément l'entourage, la culture des questions de défense, et qui est un acteur avant tout économique et commercial. Et ça, c'est très important parce que nos systèmes, dans tous les pays autres que les États-Unis, en l'espèce, vont être dépendants de ces solutions parce que nous n'avons pas su les développer ou parce que nous les avons trouvées satisfaisantes. Et donc, ce sont des acteurs qui sont des acteurs éminemment civils, mais qui vont trouver leur utilisation et leur déclinaison dans toutes nos organisations. L'association humanitaire qui va utiliser des serveurs Google pour s'héberger, les messageries Google pour correspondre, des entreprises qui vont... Et donc, effectivement, on a ces acteurs qui ne sont plus civils, plus totalement civils, qui ne sont évidemment pas militaires, mais qui sont des acteurs éminemment politiques. Je prenais l'exemple de Wikileaks, lorsque PayPal, Visa et Mastercard ont obtempéré à la demande du département d'État, il ne s'agissait pas d'une requête à l'initiative d'un magistrat, ce qui aurait pu se comprendre d'un point de vue juridique, ce n'était qu'une demande politique. Ils ont obtempéré alors que leurs clients avaient un contrat légitime, contractuellement incontestable avec eux. C'est donc en tout cas une remise en cause du paysage avec des acteurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir jusqu'à présent. Merci. Et la dernière intervention sera... Un tout petit mot dans un domaine qui n'est pas dans ma sphère de compétences stricte du tout, hein, mais au fond, on n'en a pas parlé, mais ces questions-là devraient être réglées par une autorité supranationale, si vous voulez. Et certains ont évoqué la mise en place. N'oublions pas que la légitime défense au niveau de la charte, c'est un acte momentané avant que le Conseil de sécurité ne prenne le relais. Et on voit bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Bon, cela dit, tout le monde ne prend pas très au sérieux parce qu'on n'est pas en voie, en direction de le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Légitime défense préventive, légitime défense. Il y a les États qui vont chacun avoir leur estimation de la légitime défense.
Et puis il y a ceux qui auront les moyens de se défendre avec des moyens techniques développés. Et puis il y aura les autres. Et pour les autres, ce sera la tentation du terrorisme. C'est ça le danger. Tout à fait, je crois qu'on va rester sur ces mots-là, mais effectivement, on pourra à nouveau peut-être rediscuter de ce thème qui ne fera de toute façon que monter dans l'actualité, à travers effectivement ce qu'on n'a pas abordé, la formation, parce que vous, les uns et les autres, vous formez à ces questions-là des jeunes étudiants. Ça, c'est important, je crois, de sensibiliser tous les acteurs. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain CICR, ce sera au mois de mars. Et puis... pour un verre. Ah maintenant. Voilà, oui, Ghislaine intervient pour un verre, du moins ceux qui sont présents physiquement et non pas ceux qui sont présents numériquement, malheureusement pour eux. Mais à tous, de toute façon, bonne fête de fin d'année et merci à tous. Merci.